Bonsoir, au plaisir de vous présenter ce journal. Au sommaire, 3 nouveaux ambassadeurs ont remis ce mercredi 8 mai leur lettre de créance au président de la République Jovenel Moïse au Palais National. Les diplomates Massimo Ambosecchi, Madou Secchi et Stéphane Weidinger représentent respectivement l'Italie, l'Autriche, la République de l'Inde. Tout en soulignant les bons rapports de leur pays avec Haïti, ces chefs de mission souhaitent développer des coopérations dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie renouvelable et du commerce. L'Inde et Haïti ont une relation très cordiale et très chaleureuse depuis plusieurs années. On a travaillé et collaboré ensemble depuis déjà un bail et on pense qu'on va continuer à le faire. Actuellement, on est en train de réfléchir dans le secteur de l'agriculture et de l'énergie solaire. Je viens de dire avec Monsieur le Président de la République qu'un secteur très intéressant, le Président même l'a souligné, est celui de la coopération dans les énergies renouvelables. L'Italie a une grande expertise dans ce secteur, à niveau des grands groupes, mais aussi à niveau des entreprises petites et moyennes. Donc je pense que l'approche haïtienne aux énergies renouvelables est vraiment la bonne approche et nous espérons de pouvoir contribuer avec l'expertise italienne dans ce secteur. L'autre secteur que nous avons mentionné, et clairement c'est très intéressant, est celui de la mécanisation agricole. Là aussi, je crois que l'Italie a une très grande expertise et nous serons ravis d'explorer toutes les possibilités pour contribuer au développement agricole d'Haïti à travers la mécanisation. Actuellement, un champ très important, ça a à voir avec l'énergie renouvelable. C'est un sujet, et bon, l'énergie renouvelable dans tous ses sens, ça peut être l'énergie à travers l'hydraulique, l'énergie biomasse et autres. C'est un sujet qui préoccupe énormément le président et on pense qu'on va se lancer pour une collaboration bilatérale avec Haïti. Ça va être davantage un partage de connaissances, partage de savoir-faire et comme le président l'a mentionné, il y a plein d'expertises qu'on peut partager avec Haïti. Et également tout ce qui est biotechnicité et tout ce qui est tourisme, parce que l'Autriche a une grande compétence dans ces Sachez que le Premier ministre a nommé Jean-Michel Lapin a déposé le mardi 7 mai le document de l'énoncé de sa politique générale au bureau du Sénat de la République dans le cadre des préparatifs de la prochaine séance à la Chambre haute. Le sénateur Hugo Bélizaire, l'un des membres de la commission qui étudie les pièces du Premier ministre, dit attendre la liste des ministres et des secrétaires d'État du prochain gouvernement en vue d'analyser leurs pièces. Un rapport sera produit par la suite pour soumission à l'Assemblée des sénateurs. Nous avons seulement dans le bureau on copie déclaration politique générale du ministre qui est déposée depuis hier. Donc, moi-même, en tant que membre de commission, qui est en sous-commission, qui vient pour travailler au niveau de est-ce que le Premier ministre a ministre est payé impôt, il a fait pour le Premier ministre. Nous gagnons là pour nous aller dans la DGI pour nous continuer à faire travail ça pour que d'ici demain et au cours de la journée, nous prêts avec le rapport final en façon pour nous présenter les telles dictées par le règlement intérieur à l'Assemblée des sénateurs. L'obligation nous gagne, c'est au niveau et déclaration politique générale là qui vous fait 48 heures. Nous gagnons le hier. Ça veut dire nous avons délai. Mais pour liste ministre, c'est nous-mêmes qui exigons ça. Pas un délai spécifique pour nous recevoir. Si le président accepte ou bien si le Premier ministre accepte tel ministre, il compte qui exigence article 172-2 Constitution bail pour que on Premier ministre, nous pensons au préalable bon travail. Nous-mêmes travail nous c'est à vérifier si documents qui ont incorporé dans CV chaque ministre, est-ce qu'effectivement ils répondent à exigence Constitution 1987 amendée. Et le parquet de Port-au-Prince a classé 35 dossiers sans suite, traité 138 actes d'accusation et de réquisitoire, envoyé 39 dossiers au cabinet d'instruction pour le mois d'avril 2019. C'est le commissaire du gouvernement de la capitale qui a présenté ce bilan aujourd'hui.
Paul-Hérence Villard se réjouit des résultats obtenus à date dans le cadre de sa stratégie visant à combattre la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. Le pénitencier national détient pour le moment environ 3000 prisonniers contre plus de 4000 en décembre 2018. Pour le nombre de dossiers traités de manière générale en acte d'accusation de décembre, nous prêtons serment à nos jours, il remonté à 396. 396 dossiers qui classés sans suite, 396 dossiers qui allaient au cabinet d'instruction, 396 dossiers qui allaient au tribunal correctionnel. C'est-à-dire, chiffre total, ça, mis à part chiffre nous bail chaque mois, total dossier qui traités pendant 4 mois, nous passons dans tête paquet, les 596, sans ne pas compter réquisitoire définitif et acte d'accusation. Donc, 596 dossiers, imaginez, en 6 mois, nous avons 40 seulement. En 4 mois, nous avons 596. Nous ne pouvons pas féliciter tête, non, parce que nous là pour le travail. Il y a des gens qui ont dit, c'est travail, non? Oui, c'est exactement le travail d'un papetier, le travail d'un commissaire du gouvernement. Nous dit, si on monte commissaire du gouvernement, prison pas intéressé, détention pas intéressé, dossier qui n'a pas intéressé, ou pas régler en rien que sérieux. Depuis 10 ans, pour la première fois, taux de détention préventive prolongée, dans la prison civile Port-au-Prince, passé dans le chiffre 3. Nous pouvons jamais péter. En mars 2019, il est passé à 3856. Et avril 2019, nous avons 3396. Nous avons une tendance à la baisse. Et si nous suivons même trajectoire, ça, nous avons dit, il n'est pas trop loin encore pour nous atteindre le chiffre 2000. Et puis sachez que 11 personnes sont actuellement sous les verrous dans le cadre du dossier de la Saline. Le chef du parquet de Port-au-Prince qui a fait cette annonce explique que l'enquête se poursuit. Par ailleurs, des autopsies s'effectuent à présent sur les cadavres de Carquefeuille, poursuit maître Paul-Hérence Villard. Par rapport à dossier de la Saline, nous sommes clairs. Nous avons ordonné la direction politique judiciaire qui travaille sur responsabilité nous pour retourner sur scène de crime, à vérifier scène de crime, prélever de tâches parce que nous en 2019, la justice pas qu'à faire parole contre parole encore. Ou mettre craser corps et pas gain preuve ou pas là-dedans. Et pour gain preuve, il faut travail là bien fait. Nous demandons des CVJ pour retourner sur scène de crime, sécuriser scène de crime dans la famille, prélever de morceaux de corps humain, prélever de traces de cheveux, prélever de traces de sang, tout indice que vous avez sur l'espace côté crime dans là, notamment la reconstitution de la scène de crime, qui sont exigences professionnelles et scientifiques, dossier ça, nous avons un premier rapport. Et dans le premier rapport là, nous acheminons le cabinet d'instruction parce qu'en matière de crime, l'instruction est obligatoire. Dans le premier dossier ça, bon premier rapport, il y a 9 personnes qui étaient appréhendés. Et dossier ça, première partie dossier ça, qui est acheminé dans le cabinet d'instruction, accompagné de rapports de Fondation Géclairé, rapport RNDDH, rapport Moun La Saline qui était porté plainte, bien pour avocat M. Jean-François, nous pas négliger rien. Donc, premier rapport là, est acheminé au cabinet d'instruction. Naturellement, je pas là pour m'a dit, non, mais qui juge d'instruction, que lié, pas information ça, automatiquement, dossier qui n'était pas clair. Et ce deuxième rapport, il y a 2 personnes là-dedans qui étaient arrêtés. Ça fait 11 personnes dans 2 rapports dans le dossier de la Saline qui est dans le cabinet d'instruction. Un troisième rapport, c'est venu dans le paquet le 23 avril, toujours de la part de la direction de la police judiciaire. Et ce troisième rapport a été acheminé au cabinet d'instruction avec un réquisitoire supplétif. Enquête doit continuer aussi longtemps que nous gagnons rapport, aussi longtemps que nous avons rédigé le supplétif pour acheminer au cabinet d'instruction. Et le travail de concert avec la police judiciaire, il était intéressant à ce que nous ayons le temps, après ça qui est fait pour faire là, et nous avons de nouvelles dispositions qui prennent. Nous n'avons pas de prétention que nous allons résoudre les questions de sécurité. Nous dit que sécurité est pluridimensionnelle. L'homme n'a une insécurité financière, est grave. L'homme n'a pas d'habitat
c'est grave. Le monde pas de cop pour le manger, c'est grave. Tout ça, c'est de forme d'insécurité. Et dossier ça, pour le moment, il y a des CPJ, il a fait audition, il a fait autopsie cadavre, il a fait tout acte scientifique, j'aime dire nous, c'est acte scientifique qui permettre l'arrivée devant le tribunal pour qu'à défendre nous. Et puis sachez que la Cour d'appel des Gonaïves a blanchi l'ex-directeur de la police nationale d'Haïti, Godson Aurélius, ainsi que 4 autres personnes, dont Sandra Telusma, Ronald Nelson, Reginald Delva et Vladimir Parison, ayant été inculpés dans l'affaire de cargaison d'armes illégales à Saint-Marc. Dans un arrêt rendu le 7 mai 2019, la Cour a clairement affirmé que les faits de crimes transnational, faux et usage de faux, contrebande, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs reprochés à ces personnes ne sont pas constants. Toujours dans le cadre de ce dossier, 4 autres individus sont déférés par devant le tribunal criminel. Effectivement, Godson Aurélius, ancien directeur général PNH, avec Sandra Telusma, qui était en prison, dans le cadre de dossier cargaison d'armes Saint-Marc-là, jeune libération, au mardi 7 mai 2019 là. Selon arrêt, coup d'appel la rente ce dossier ça et qui infirmé en partie ordonnance de juge d'instruction Saint-Marc-là, Dionel Luméran, de Mounsaïou avec trois autres inculpés qui c'est Ronald Nelson, Vladimir Parison avec Reginald Delva et Kater dans dossier à cause la justice pas retenu aucune charge contre eux. Cependant, pour 4 autres inculpés qui c'est Jimmy Joseph, Joël Junior, Edouard Monplaisir avec Charles Durand, coup d'appel la voyé au jugé dans le tribunal criminel sans assistant jury. Maître Octélus Dorvilien, président coup d'appel Gonaïve Landi, 4 personnes à juger pour contrebande à blanchiment des capitaux. Non, mon libéré, c'est Godson Aurélius, Sandra Telusma, André Jonas Vladimir Parison, Ronald Nelson et Reginald Delva. L'autre 4 personnes, c'est Jimmy Joseph, Junior Joël Joseph, Edouard Monplaisir avec Charles Durand. Nous avons préparé devant le tribunal criminel pour contrebande, blanchiment des capitaux. On l'autre chef d'accusation encore. Il a bien pu paraître devant le tribunal criminel. Mais il faut noter qu'ils sont des fugitifs qui veut dire qu'ils ne pas gêner, mais si le dossier arrive dans l'assise criminel, le juge assise criminel qui connaît, parce que c'est sans assistant jury, et puis le dossier, on fugitif pas devant l'assise criminelle, il veut la juger par contumace, mais nous-mêmes, comme juge d'instruction, nous seulement dit qu'il y a devant l'assise. Mais c'est là où il y a devant l'assise, si on pas gêner, ou qu'à condamner par contumace. Faut que nous faire remarquer, coup d'appel qu'on arrive la grande décision, Jean représentant ministère public n'a posé à mettre Yves Martial, demandé ça dans la recommandation là. Parallèlement, ces journées mardi 7 mai, ancien chef parquet Port-au-Prince, Maître Oknam Klamé Daméus et Maître Jovenel Bissette prêté serment respectivement comme nouveau juge et nouveau substitut commissaire gouvernement dans le cours d'appel là. Exalus Maire Jeuna Gonaïve, Télévision nationale d'Haïti. Autre sujet, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la conférence des recteurs présidents, dirigeants d'universités et d'institutions d'enseignement supérieur haïtiennes ont lancé ce mercredi 8 mai la CISE 2019 en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie et l'Université de la Renaissance d'Haïti. Modernisation de l'enseignement supérieur, enjeux et défis de la gouvernance est le thème retenu cette année pour la réalisation de ce colloque qui prendra fin demain jeudi. Ces assises poursuivent 3 grands objectifs. Contribuer à la rénovation de la gouvernance de l'enseignement supérieur en Haïti en considérant les aspects sectoriels et institutionnels, examiner les conditions de promotion de la recherche-innovation au sein des institutions haïtiennes d'enseignement supérieur, favoriser un partage d'expériences pour ce qui est des missions, de l'organisation et du financement des conférences de recteurs et de présidents d'institutions d'enseignement supérieur. La loi sur la reconnaissance de la validation des acquis d'expérience qui a été votée par le Sénat l'an dernier, tandis que la loi sur la modernisation de l'enseignement supérieur qui a été approuvée par la Chambre nous attend toujours, depuis quelques mois, la Chambre des députés attend toujours le vote de la part du Sénat. Donc nous espérons vivement que ces assises soient un moment de réflexion riche, 2 journées de réflexion qui nous permettront de trouver les pistes essentielles pour avancer
dans l'approbation de ce cadre législatif pour accélérer la mise en place de ce cadre légal qui est une condition indispensable à la modernisation qualitative de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tous ces efforts traduisent une dynamique de changement majeur et de réforme stratégique afin d'orienter l'enseignement supérieur selon les normes standardisées. Dans cette perspective, le MEN a participé en novembre 2018 et en mars 2019 à la réunion intergouvernementale de la Convention nationale sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. Cette convention sera bientôt soumise à la ratification du Parlement haïtien. Il s'agit d'un cadre réglementaire qui permettra de réduire les obstacles rencontrés au niveau de la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs en dehors de leur pays d'origine. Sachez que ce mercredi 8 mai 2019 marque le 57e anniversaire de la création de la direction du budget. C'était l'occasion pour son titulaire Jean-Michel Silin de dresser le bilan de ses réalisations à la tête de cette entité du ministère de l'économie et des finances. Le contrôle de l'exécution a un des moins, puisqu'il n'est pas dépendant de nous, parce que plusieurs organes de contrôle, comme le contrôle était à BOI, un contrôle sur place, soit contrôle de conformité, par exemple, pour deux possibilités d'établir. Il n'y a pas pour format, pas pour format, on vérifie ce pour format. Il faut totalement pour format, c'est pas, je ne parle pas de ça, ce qui fait que, en matière de contrôle, nous estimons suivant et attirer légal qui est bien en même, nous faisons autant de faire nous respecter et contrôle de l'exécution. Suivant la contrôle. Qui gagne un jambe là, qui gagne des failles, puisque le contrôle n'est pas nous-mêmes seulement qui peuvent éduquer. Et même faire contrôle là, toujours gagner des possibilités à travers la loi, qui nous fait que, comme c'est des contrôles sur place, ce n'est pas des contrôles sur place, bien, on va besoin des faiblesses dans la contrôle. Il faut dire que action, alors, réussite d'action pas dépendre de direction générale de là pour mettre ensemble besoin chaque fois qu'on a pas comprendre mission bien page dans le sens pour agir le résultat les tomber sur le document le document on dit document l'image pas le alors que il y a 10 ans après les réformes pour sincère dans le salaire pour pour nous garder pour identifier vraiment voilà l'objectif mais ça il pas dépend nous quand même tout attirer là nous quand proposer des textes quand même adopter problème c'est un peu politique dans la rue enfin lui-même pas qu'à retirer le blocus c'est pas qu'à faire que les chauffeurs respectent c'est pas une volonté de chaque acteur pour respecter le monde. L'organisation Agir pour la jeunesse a organisé ce mercredi un débat autour de la Constitution haïtienne, animé principalement par le député Jerry Tardieu et la professeure constitutionnaliste Myrland Hippolyte Maniga. La réforme de la Constitution de 1987 amendée demeure une nécessité, ont soutenu les intervenants. Il y a un conseil, comme par exemple pour la section communale de l'école ASA. Il y a une assemblée qu'on appelle ASA. Mais un petit peu plus haut, nous avons le conseil municipal, puis nous avons une assemblée municipale. Pour les départements, nous avons un conseil départemental qui n'a jamais fonctionné, et nous avons une assemblée départementale qui est aussi virtuelle, qui n'existe pas, et nous avons un conseil interdépartemental qui rassemble des représentants de 10 assemblées départementales et qui est chargé de voir avec l'exécutif comment procéder pour mettre en œuvre une politique de développement économique, social, commercial dans le pays.
nous devons carrément changer le régime politique haïtien. Ça là, pas marché. Ça là, ça là, pas mort, ma à réalité historique, sociale, culturelle. Ça est important. Amendement, ça a été proposition proposée. Son nouvelle proposition proposée, mais à travers les amendements. Parce que dans le moyen, dans tout corps, à partir du moment où on ne touche pas au caractère républicain et démocratique de l'État, pour y avoir tout le monde va être délicat, on va macroner avec les institutions, avec les dictateurs humains. Et puis sachez que le Centre Vivre Ensemble a honoré ce mercredi 8 mai 2019 4 personnalités du paysage médiatique haïtien pour leur engagement et leur dévouement au service de la société, a justifié Evans Paul, coordonnateur de cette structure. Il s'agit du journaliste Mackinson Rémy, reporter à Radio Caraïbe, John Chéry, chroniqueur sportif à Radio Télé-Radio Métropole, et Christelle Saint-Georges de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, Darnell Michel de l'association Stop Accident. Nous, c'est encourager tout ça qui est utile à la société, tout ça qui est bon dans la société. Nous, c'est identifier tout bon monde qui a fait bon bagaille tout partout dans la société. Nous, c'est pour nous dire que mauvais bagaille, c'est exception. Il y a tendance, lorsqu'on des radios, lorsqu'on des réseaux sociaux, pour penser que Haïti est un pays de mauvais bagaille. Il y a mauvais bagaille dans le pays. Mais il y a plus de bon bagaille. Vivre ensemble, c'est un devoir. Ce n'est pas un droit. Vous avez un devoir pour faire travail dans la société. Vous avez un devoir pour reconnaître l'autre monde existe. Vous avez un devoir pour collaborer. Vous avez un devoir pour participer. Vous avez un devoir pour engager. Mesdames et messieurs, vous serez convaincus avec moi que dans la communication météorologique, le collectif est très important. En fait, qu'il ou elle soit à la tête du service, qu'il ou elle apporte un quote-part au travail de l'équipe, qu'il ou elle soit dans l'ombre, dans la lumière, toutes et tous ont largement contribué et contribuent encore quotidiennement à l'effectivité de mon travail, au dynamisme, à la solidité et à l'efficacité. Même si parfois, et ce n'est pas vous qui allez me contredire, il n'est pas aisé d'être performant en communication de bulletins météo. Aujourd'hui, j'accepte avec humilité ce prix, cette distinction, parce que moi-même, je crois que nous pouvons progresser là-bas. On croit que le pays ça a changé un jour, et c'est pour ça nous connaissons que chaque monde doit avoir une participation. Pas de rien qui est impossible. D'ailleurs, c'est Fidel Castro qui l'a dit. Il n'y a pas de choses impossibles, mais sinon des hommes incapables. On a besoin de dire des hommes de conscience, des femmes de science, des femmes qu'il faut à la place qu'il faut, mais des hommes qui acceptent de se donner pour changer ce pays. Et je crois que ce changement, ça vient de nous, comme Obama l'a dit. Il n'y aura pas de changement tant que nous attendons que quelqu'un, quelque part, fasse quelque chose un jour. Et voilà, c'est la fin de l'édition 10 pour ce soir. Merci de votre fidélité. À bientôt.